Aujourd'hui, c'est un cours sur la diverticulose colique et puis l'occlusion digestive. On va commencer avec la diverticulose. Quelques généralités. Donc le diverticule colique, en fait, anatomiquement, c'est une hernie de la muqueuse colique au travers de la paroi musculaire qui est déficiente. D'accord ? Si on regarde la petite image là en bas à droite, c'est ça qu'on appelle un diverticule. Donc c'est une hernie de la muqueuse au travers de la paroi musculaire. Et donc ça fait cette espèce de petit grelot. Cette affection, elle est extrêmement fréquente et sa fréquence augmente avec l'âge. Donc avant 40 ans, il y a un peu moins de 10% de la population qui en présente. Et après 65 ans, on est déjà à plus de 25%. La localisation habituelle, c'est le côlon sigmoïde en fréquence, mais on peut en voir sur tout le cadre colique. Chose importante, la diverticulose rectale n'existe pas. Donc retenez que en fréquence, c'est le sigmoïde qui est atteint. Certaines personnes ont expliqué que y a un facteur environnemental qui est hygiéno-diététique, c'est le déficit en fibres alimentaires joue un rôle fondamental dans cette pathogénie. Et en gros, quand il y a un déficit en fibres alimentaires, il y a une augmentation de la pression endoluminale, donc dans le côlon, au moment des mouvements de contraction, et avec une paroi musculaire qui est déficiente, et donc ça fait hernie. Par analogie, on peut expliquer ça comme les hernies inguinales, comme la dernière fois. Chose très importante, pour la grande majorité des cas, il y a ce qu'on appelle la latence clinique, c'est-à-dire que c'est asymptomatique. Concernant la physiopathe, bon là c'est la physiopathologie de la complication de la diverticulite. Donc en gros, ces diverticules, ils s'obstruent à cause de stercolites. Donc les stercolites, c'est des cailloux, des sels qui sont calcifiés. Et puis finalement, il y a une pullulation microbienne qui s'effectue. Le diverticule s'enflamme. Et puis après, la complication, s'il y a une infection bactérienne, soit c'est l'absédation, la fistule ou la péritonite, mais ça on verra ça après. Beaucoup de patients présentent des crises répétées. C'est une des physiopathologies de cette maladie, c'est que ça évolue par crise. Et donc ces répétitions de crises inflammatoires vont créer au niveau de l'organe une espèce de sclérose avec une hypertrophie de la paroi et qui réalise ce qu'on appelle les pseudo-tumeurs inflammatoires et qui sont sténosantes, donc responsables d'occlusion. Ça, on le verra aussi dans le cours sur l'occlusion après. Mais retenez que la répétition des crises engendre une modification de la structure colique qui devient fibreuse, beaucoup plus rigide, qui peut aller jusqu'à l'occlusion. Un petit mot sur l'histoire naturelle. Il y a une étude qui a évalué, ils ont pris une cohorte de patients, de gens de la population générale. On en a fait le diagnostic de diverticulose sigmoïdienne, qui était asymptomatique, et puis on les a surveillés pendant 15 ans. 60% de ces patients sont restés asymptomatiques jusqu'à la fin de l'étude. D'accord ? 25% d'entre eux ont présenté une poussée. Alors, sigmoïdite, ce n'est pas le bon terme, c'est diverticulite aiguë sigmoïdienne. D'accord ? C'est l'inflammation du diverticule au niveau du sigmoïde. Et seulement 15% de cette cohorte ont présenté une complication qui a été traitée chirurgicalement. Donc retenez que la majorité des patients sont asymptomatiques, voire présentent une crise ou deux non compliquées, et seulement 15% présentent des crises compliquées qui doivent être traitées par chirurgie. On sait que si les patients présentent une deuxième crise de diverticulite aiguë, il y a 60% de chances que la crise soit compliquée. Et ça diminue avec le temps. Le risque que ce soit une crise compliquée.
La crise compliquée, c'est le traitement chirurgical. Donc comment on fait le diagnostic? Donc, la diverticulose, je vous ai dit, non compliqué, latence clinique. Les patients ils sont asymptomatiques et on la découvre au cours de différents examens, notamment les coloscopies pour une autre raison, et là on leur découvre une diverticulose. Si on examine ces patients-là, si on examine l'abdomen, c'est strictement normal. Alors que, quand il y a une inflammation du diverticule, donc c'est la diverticulite aiguë, là vulgairement on appelle ça l'appendicite à gauche. Donc les patients ils ont une douleur en fosse iliaque gauche, donc bien localisée. Elle est généralement associée à d'autres signes physiques comme la nausée ou les vomissements. Ils peuvent avoir de la fièvre, mais bon, c'est pas tout le temps le cas. Et quand on les examine, donc on provoque cette douleur en fosse iliaque gauche, on peut avoir une défense à la palpation, donc c'est une réaction péritonéale à l'hyperpression. Généralement, c'est signe d'une complication. Si on leur fait un toucher rectal, ce qui doit être fait pour une douleur abdominale des cadrans inférieurs, ça va être douloureux plutôt en haut et à gauche. Là, on vous a mis la recherche des cicatrices abdominales et la palpation des orifices herniaires. En fait, c'est que vous verrez dans le cours d'après sur l'occlusion, il y a des diagnostics différentiels, notamment l'occlusion digestive, qui peut être localisée, donc une douleur juste en fosse iliaque gauche. Il faut juste s'assurer que ce ne soit pas une cause évidente d'occlusion ou d'éventration, donc c'est pour ça qu'il faut toujours rechercher des cicatrices et regarder les orifices herniaires. Mais ça, c'est plutôt pour voir les diagnostics différentiels. Pour les examens paracliniques, on fait de la biologie simple, il n'y a pas besoin de faire un gros bilan. Donc on fait une NFS, une numération. Là, il y a généralement une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile. Et puis on dose la CRP, qui est une protéine de l'inflammation et qui est généralement élevée. On associe à ça toujours un scanner abdominopelvien qui est injecté, sauf s'il y a des antécédents d'allergie à l'injection de produits iodés. Et puis on peut aussi l'opacifier par voie basse, c'est-à-dire qu'on met une sonde en transanale, et puis on injecte un produit de contraste, et puis on verra la lumière du côlon. Comment on fait le diagnostic positif au niveau radiologique de la diverticulite? Donc déjà, présence de diverticule. Là, si on regarde les images, ceci est un diverticule. Si on l'analyse radiologiquement, c'est de l'air entouré d'une membrane au contact du côlon. Donc c'est ça un diverticule. Ce qu'on voit également, c'est un épaississement de la paroi colique, et non pas une sténose, mais c'est la paroi qui épaissit. Donc on voit très peu la lumière du côlon. Là, par exemple, on ne voit plus du tout la lumière, alors que normalement, on devrait avoir de l'air. Et puis, dernier signe radiologique, c'est l'infiltration de la graisse périsigmoïdienne. Ça se traduit comment? Sur le scanner, autour du côlon, qui est ici, on voit cette espèce de flou, un peu d'hyperdensité, mais qui n'est pas vraiment hyperdense, un peu flou. Ça, c'est toute la graisse qu'il y a dans l'abdomen. Et quand elle est à l'injection, on la voit comme ça, c'est qu'il y a une inflammation périsigmoïdienne. Donc les trois signes radiologiques de la diverticulite aiguë, c'est il faut un diverticule, il y a un épaississement de la paroi colique et une infiltration de la graisse périsigmoïdienne. Le scanner nous permet de faire le diagnostic, mais nous permet aussi de chercher les complications. Il y a principalement
3 complications dans la diverticulite aiguë. C'est l'abcès périsigmoïdien par ouverture du diverticule dans la cavité intrapéritonéale, mais qui est séquestré par les autres organes, donc ça fait juste une poche, c'est contenu. Plus grave, il y a la péritonite. Donc là, c'est l'infection qui s'étend à toute la cavité intrapéritonéale. Donc là, au scanner, on va voir ce qu'on appelle un pneumopéritoine. Donc on va voir de l'air dans la cavité intrapéritonéale, ce qui signe l'ouverture d'un organe creux. Dans l'abdomen, l'air, il est dans le côlon, l'intestin grêle, l'estomac. Donc s'il y a de l'air dans la cavité intrapéritonéale, ça s'appelle un pneumopéritoine, et ça signe la perforation. Et à ça s'associe la présence d'un épanchement intrapéritonéal, généralement dans les zones déclives, dans le pelvis, autour du foie, autour de la rate. Et puis de façon un peu plus chronique, généralement c'est après plusieurs crises, il peut se créer ce qu'on appelle une fistule, donc une communication entre le côlon et un organe de voisinage. Donc ça peut être le côlon et le grêle, ou avec le vagin, la vessie, peu importe, tout ce qui se trouve autour, l'infection cherche à s'échapper et donc va trouver un autre organe pour s'échapper. Mais ça, la fistule, c'est généralement pas en urgence, c'est quelque chose qui s'installe progressivement, avec différentes crises. On reparle rapidement des complications. Donc cliniquement, l'abcès ou la péritonite, ça c'est l'évolution la plus fréquente. Il y a une douleur abdominale. Si c'est un abcès, c'est plutôt localisé. Il y a une défense. La défense signe l'inflammation du péritoine due à l'infection. Donc quand il y a un abcès ou une péritonite, là il y a de la fièvre, parce qu'il y a un sepsis. Et puis je vous en ai parlé. Au scanner, on va voir une image liquidienne. Je crois qu'il y avait avant. Voilà, ça c'est une image d'abcès là. Vous voyez ? C'est au contact du côlon, ça le refoule même. C'est entouré d'une coque. Et il y a, on voit très bien le niveau hydroaérique. D'accord ? Ça c'est typique d'un abcès périsigmoïdien de diverticulite aiguë. Il est assez gros là. La péritonite généralisée, ça c'est le cas grave. Donc là, la douleur elle est diffuse dans tout l'abdomen. Il y a une défense généralisée. Vous entendrez parfois le terme de ventre de bois. C'est vrai, le ventre il est dur, on ne peut pas appuyer dessus. Il y a un arrêt des matières et des gaz, pas parce qu'il y a une occlusion, mais parce que l'intestin se met au repos, il y a un iléus paralytique. Il y a de la fièvre, qui peut monter jusqu'à 39-40. Et puis on voit le pneumopéritoine. On distingue 3 types de péritonite. Soit en un temps, le diverticule s'ouvre dans la cavité, les bactéries vont partout, c'est en un temps. Le deuxième, c'est plutôt progressif. Et ça, c'est généralement quand c'est mal traité. Et puis, soit c'est au début un abcès qui s'est constitué, puis finalement, il se rompt dans la cavité intrapéritonéale. Ça, c'est quand il y a eu un petit peu de retard au traitement, voire au diagnostic. Je vous ai parlé de la fistule. Pour en faire le diagnostic, bon, généralement, la fistule avec la vessie, on appelle ça une fistule sigmoïdo-vésicale, c'est la plus fréquente. Et cliniquement, on a ce qu'on appelle une pneumaturie. C'est-à-dire qu'à la miction, il y a de l'air qui sort, comme un tuyau d'arrosage, voire des selles dans les urines. Ces patients ils font des infections urinaires à répétition et généralement c'est comme ça qu'on les diagnostique. Et comme je vous ai expliqué, il peut y avoir des fistules avec tous les organes. Donc si c'est avec le vagin, il y a un écoulement de sel par le vagin, voire des gaz.
Et puis avec l'intestin grêle, c'est un tableau un petit peu plus bâtard. Généralement, c'est une occlusion. Une autre complication, la pseudotumorale, là, je vous en ai parlé, donc c'est la sclérose et la sténose du côlon sigmoïde. Et quand il y a ce tableau-là, généralement, il faut éliminer le cancer, parce que ça a un peu le même aspect radiologique. Même si le patient il a une diverticulose, il a fait des diverticulites, il peut très bien avoir un cancer colique. Donc si on tombe sur une forme pseudotumorale, il faut éliminer le cancer. L'occlusion, ça en a parlé. Et alors, l'hémorragie. L'hémorragie, c'est généralement en dehors des diverticulites, en fait. Une diverticulite, ça se complique pas vraiment d'hémorragie. Mais la diverticulose colique, oui. En fait, le diverticule, il est centré sur un vaisseau de la sous-muqueuse. Donc au sommet de ce petit grelot, là, il y a un vaisseau et qui va s'éroder. Et donc, il va y avoir une hémorragie digestive. Juste comme ça, retenez-le, c'est accentué par la prise d'AINS, donc les anti-inflammatoires, le cardégique ou les corticoïdes. Donc l'hémorragie, c'est plutôt en dehors des épisodes infectieux. Donc, comment on traite la diverticulite? Donc là, récemment, il y a, vous verrez sur la HAS, il y a les recommandations de 2017 qui sont sorties. Donc, ça a un peu modifié pas mal de choses. Pour la diverticulite aiguë sigmoïdienne non compliquée, c'est-à-dire pas d'abcès, pas d'épanchement, le patient qui va plutôt bien, eh ben, on va faire un traitement ambulatoire. Avant, on les hospitalisait, ces patients, pour les surveiller. Maintenant, on les laisse rentrer chez eux. Bien sûr, en l'absence de comorbidité. La femme enceinte, le score ASA, c'est un score d'état général supérieur à 3. Donc ça, c'est des patients qui ont beaucoup de comorbidité, qui sont vieux. Ou alors le patient qui est immunodéprimé. Bien sûr, s'il présente des signes de gravité, là, c'est plus une diverticulite non compliquée. Et généralement, les signes de gravité, c'est les signes de choc. C'est donc l'hypotension artérielle, la tachycardie et ce qu'on appelle les marbrures au niveau cutané, c'est un déficit circulatoire périphérique. Donc ça, c'est l'état de choc. Ceux-là, on ne les laisse pas sortir. Les patients qui sont non compliqués, on les laisse sortir. Avant, on leur donnait des antibiotiques et il y a des études là, qui sont sorties qui ont dit que ça ne servait à rien en fait. Et donc, on les laisse sortir simplement avec un traitement symptomatique. On les laisse sortir avec des antalgiques. Surtout pas d'anti-inflammatoires, mais paracétamol, palier 2. Palier 3, ce serait un peu difficile de les laisser sortir avec de la morphine. Donc retenez, pas d'antibiotiques, seulement un traitement antalgique. Et puis on va les surveiller, hein, on va les revoir en consultation, on va les examiner, voir si la douleur diminue, ou alors au contraire ça s'aggrave. Et puis on va leur faire des examens biologiques pour évaluer l'évolution du syndrome inflammatoire. Donc retenez, la diverticulite non compliquée, c'est retour maison, pas d'antibiotiques et on les surveille. Concernant les formes compliquées, les abcès. Donc ça, c'est une prise en charge en urgence. Donc on les hospitalise. Et puis les abcès, en fait, il faut les drainer. C'est-à-dire mettre un tuyau dedans pour vider la cavité abcédée. Soit on le fait en radiologie, donc le radiologue va faire un scanner et puis il va viser avec une aiguille. Donc ça s'appelle un drainage radiologique percutané. Soit c'est techniquement pas faisable et dans ce cas-là on peut le faire en chirurgie et généralement on le fait en laparoscopie, c'est la célioscopie, donc c'est en mini-invasif. Vous avez la caméra, les instruments avec les trocars. On va aller ouvrir l'abcès, le vider et mettre un drain dedans. Ça, c'est le traitement en urgence des abcès sigmoïdiens. Le traitement de la péritonite, c'est également une urgence.
il y a différents types de péritonites. Vous verrez plus tard, je crois que c'est en 4e année, dans les cours de gastro, il y a une classification qui s'appelle le score de Hinche, ne retenez pas tout de suite, qui classe les différentes complications. Et il y a différentes péritonites. La première, c'est la péritonite purulente. C'est que du pus dans toute la cavité intrapéritonéale. Et ça, on le traite en chirurgie d'emblée. Et donc, on fait une résection de la partie malade, perforée. On fait ce qu'on appelle une anastomose. Donc, on a 2 bouts d'intestin, on les suture ensemble. Et puis, cette anastomose, on va la protéger par une iléostomie. L'iléostomie, on prend l'intestin grêle, là, et puis on vient le coudre à la peau. Et donc les patients, ils ont ce qu'on appelle vulgairement une poche. Et donc voilà, en fait, les selles sont dérivées pour éviter d'aller agresser la couture qu'on a faite en bas. Donc ça, c'est le traitement de la péritonite purulente. On coupe, on suture. Pour ce qui est de la péritonite stercorale, c'est-à-dire que c'est des matières fécales qui sont dans l'abdomen. Là, on ne va pas s'amuser à essayer de faire une couture, parce que le risque, c'est que ça fuit, que ça ne tienne pas. On va réséquer la partie malade. Et on ne va pas faire de couture, on va venir tout de suite mettre le côlon à la peau. On va faire donc une colostomie. Et ça s'appelle l'intervention de Hartmann. Retenez que plus la péritonite est grave, c'est-à-dire stercorale, que la comorbidité, soit l'âge, soit les autres pathologies cardiovasculaires, augmente la mortalité post-opératoire, surtout dans la colectomie de Hartmann. Mais bon, ces patients-là, ils ne sont pas condamnés, hein. Dans un second temps, on va ce qu'on appelle rétablir la continuité digestive, c'est-à-dire que le côlon qui est à la peau, eh ben, on va aller le réanastomoser au rectum plus bas. Ça, c'était pour les urgences. Concernant la fistule, c'est une indication opératoire. D'accord ? Pas en urgence, mais il faut les opérer, ces patients. Et donc là, c'est toujours pareil, en fait. Hein. On résèque la partie malade, on fait une anastomose, et puis on suture l'orifice fistuleux dans l'organe atteint. Donc, chirurgie en urgence, soit c'est un abcès qui ne peut pas être drainé en radiologie, soit c'est une péritonite, et chirurgie différée, c'est le cas de la fistule.